Vidéo description gauche. Vidéo description droit. On entend souvent dire qu'on vit dans un monde d'égoïstes, une époque particulièrement violente, comme si on avait perdu toutes nos valeurs. Coudonc, qu'est-ce qu'on a fait de notre humanité? Si vous acceptez de rester avec nous pour la prochaine heure, vous allez voir à l'œuvre la résilience, la bienveillance, l'empathie, parfois même à l'extrême. Parce qu'être humain, c'est surtout ça. Pas très loin de la ville, France et Robert ont construit un véritable paradis, un peu à leur image d'ailleurs. Ces deux-là, toujours aussi en amour, sont ensemble depuis longtemps. France, la spécialiste hors norme des communications, et Robert, le comédien, l'acteur, l'auteur fabuleux qui a toujours su émouvoir. Mais qui aurait pu prédire qu'un jour, un fait divers allait menacer leur paradis? Le paradis, j'imagine, ça se construit lentement. Comme la maison que France a construite de ses mains, ou encore les livres que Robert a accumulés au fil des ans. 4000 livres. Certains sont annotés, d'autres autographiés. C'est tout un univers, ça. Et puis, un lendemain de Noël, un incendie. En quelques minutes, il ne reste presque plus rien. Le paradis s'est transformé en fait divers. Moi, je suis très, très chanceuse sur une chose, je dors très peu. Je dors en surface, je dors rarement en creux. Puis il y a quelque chose, quand tu dors pas vraiment en creux, tu vois la lumière malgré toi. Alors, j'ai senti qu'il y avait une lumière jaune dans la fenêtre qui était là. C'était automatique. J'ai fait, il y a le feu. Je me suis levée comme ça. Je suis allée voir par la fenêtre, puis il y avait un petit feu sur le balcon. J'ai réveillé Robert. Il disait que je rêvais. Je fais non, non, non. Son dessin, je laisse-moi le temps de m'habiller. Je dis non, non, non. Tu n'as pas le temps de t'habiller. Non, non, non. Viens-t'en. Je fais Robert, tu restes dans la cuisine. T'appelles les pompiers. Pendant ce temps-là, je vais aller voir si je peux éteindre le feu. J'ai fermé la porte entre les deux maisons. Et là, ça a fait. C'est monté dans la chambre. C'est en Je fais, bois, hein. OK, il n'y a rien à faire. Ça va tellement vite que c'était impossible d'imaginer que rapidement, comme ça, on se verrait même pas l'un l'autre, l'un à côté l'un de l'autre, tellement il y avait une fumée noire. On ne peut pas sortir par une porte. Il fallait sortir par l'autre et il fallait traverser toute la fumée noire. J'imagine la fumée noire et le bruit apeurant du feu dans la maison de France et Robert. La maison et les milliers de livres qui inspiraient tellement Robert, tout brûle. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis imaginé leur désarroi le plus complet. Et pourtant, il y a une réflexion qui va les surprendre tous les deux. Quand le pompier m'a dit, vous savez, il n'y a plus rien à faire, Mme Capistran, ça a fait... Pouf! C'est terrible, là. Parce que j'ai l'air complètement idiot, ce que je veux dire, mais ça a fait... Pouf! Bye! Tu sais, j'essaie de sortir mes bouquins de la maison, mais là, si c'est pas le feu, c'est l'eau, ça gèle. C'était des blocs gelés. Ils sortaient ça par rangée de bibliothèque de gelée, puis ils mettaient ça dans la neige. Puis à un moment donné, j'ai fait de... Oubliez ça, je cherchais à élaguer cette bibliothèque depuis des années. Disons que le feu s'en est chargé. Mais c'est radical, effectivement, mais c'est comme... Ça a été rapidement... En fait, c'est ça un peu notre histoire, c'est que ça a été rapidement quelque chose qui nous est apparu comme un changement de vie qui peut-être allait être plus positif que ce qu'on croyait. Pour moi, la photo la plus marquante, c'est celle des livres.
La photo des livres, là, ouais. T'as le mur complet, un mur complet, hein? Et ce n'est que des livres brûlés. Tous les livres, tout le mur, c'est des livres. De l'autre côté, là, ici, là, on voit plus rien, mais c'était un très, très beau tableau de Daniel Rochon qui a brûlé. Et quand c'était pas un tableau sur un mur, c'était des livres. Donc tout ça, c'est complètement calciné. C'est vraiment... Ça, j'ai tout fait pour que mon conjoint ne voie jamais ces photos. C'est comme là, on a un coffre, c'était tous des manuscrits qu'il y avait dedans. Est-ce que tu penses que c'était intéressant qu'on va voir le coffre avec tous les manuscrits? On est obligé de repenser à ça pendant des mois? Moi, je faisais ça, ça ne donne rien. Je le sais, moi, qu'il y a des manuscrits dedans. Je peux les identifier. Je n'ai pas besoin qu'ils le sachent. C'est pas ma vie qui brûlait, c'est pas notre vie qui brûlait du tout. Ça reste externe à toi. Ça reste externe à toi, ça reste... En plus, honnêtement, et ça a été ma grande surprise. Moi, j'étais très surpris par ma propre réaction là-dedans. J'ai fait, OK, peut-être que cet endroit, on en avait vraiment fait le tour. Peut-être qu'on a vécu tout ce qu'on avait à vivre ici. Peut-être que le sort, mettons, est en train de nous dire, là, il y a autre chose qui va se passer. Est-ce que vous êtes game pour y aller? Ou bien si vous allez vous enfoncer dans la nostalgie. Et ni toi ni moi, dans la nostalgie, on est très fort là-dessus, donc... Après l'incendie, France et Robert auraient très bien pu tout reconstruire exactement comme c'était avant. Ils y ont songé d'ailleurs, et dès le lendemain matin, France imaginait les plans et le chantier de construction. Ou peut-être qu'il y avait une autre option. Laisser aller les choses et percevoir l'incendie un peu comme un déclencheur d'une réflexion inconnue. Le lâcher-prise fait que, de toute façon, les choses vont arriver comme elles vont arriver. Je n'ai plus l'impression d'attendre quelque chose, ni de désirer follement quelque chose, ni d'avoir l'effroi de quelque chose non plus. Donc le feu a détruit davantage que la maison, et je pense qu'il a détruit mes vieux réflexes qui m'embêtaient, mais dont je n'arrivais pas à me défaire. C'est fou. Tranquillement, il émane quelque chose de neuf, de nouveau, d'inespéré, d'inattendu. C'est ça qui m'a le plus étonné dans ce qui nous est arrivé. Et ça m'a... Je sais pas, ça m'a ramené au sentiment qu'en fait, on est peut-être tous des exilés, hein, quelque part. On est tous... pas là où on était, pas là où on va aller. On est toujours en transition dans la vie en général. Et avec la puissance des habitudes, on oublie ça. Et qu'est-ce qui se passe dans la transition, en fait? C'est quoi ce moment qu'on traverse où c'est peut-être le moment le plus proche de ce qu'est la vie véritablement, c'est-à-dire le mouvement continuel. On n'est pas... on est des errants, qu'on le veuille ou non. Je le dis mieux quand j'écris que quand je parle. J'écris par exemple, viens mon chien. Il y a une sorte de nulle part à la fin de mes nuits, le no man's land de l'exilé qui n'en croit pas ses yeux. Il est forcé de vivre ici et là-bas, dans un même jour incertain, désormais sa seule et unique saison. Et si là-bas et ici, emmêlé, était mon véritable pays. Et si ma réelle identité était ce vagabondage erratique entre l'incendie et la reconstruction du paradis. Parce que de passage, nous sommes tous. Et arrivés, nous ne sommes jamais. Nous transitons. Et nous sommes emplis à égale mesure de confiance et d'effroi. N'empêche, c'est plus fort que nous. On a besoin de trouver ou de donner un sens à ce qui nous arrive. On en devient même parfois obsédé. La maladie, un accident, la mort ou un incendie. On ne peut pas imaginer que ça n'ait aucun sens. Non, il n'y en a pas de sens. C'est pas ça. C'est ce qu'on va faire avec ça. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on va devenir avec ça. C'est ce que... Je pourrais
pourrait pas dire ben, est-ce que le malheur a un sens? Je pense que c'est finalement Proust qui a raison quand il dit que l'intelligence sert à rien dans ces affaires-là. Mais c'est très drôle, ça. C'est facile de dire on va aller ailleurs parce que l'essentiel est encore là, c'est nous deux ensemble. C'est beaucoup plus facile que d'essayer d'aller vers l'inconnu quand tu es tout seul. J'ai l'impression que depuis le début de la crise, il y a déjà des mois de ça, il y a des mots qui étaient tombés en désuétude et qui tout à coup ont refait surface. Je pense au mot bienveillance. Jamais je n'ai entendu parler de bienveillance autant que depuis le début de la crise. Mais nous, on s'est posé une question. Est-ce qu'il y a un endroit où la bienveillance se manifeste particulièrement, où la bienveillance est omniprésente? Regardez bien où ça nous a mené. Il tient tellement la vie. Ça c'est arrivé souvent qu'il est passé à un cheveu de la mort. Là. Même, il est mort 2 fois. Puis moi, je veux pas d'acharnement, je veux pas... Mais il est revenu tout seul, tout le temps. Fait que je me dis, si lui aime la vie comme ça, ben soyons heureux. Aimons la vie, profitons de ce qu'on a. Fait que Mathias, c'est mon exemple. J'ai envie de dire que le sentiment d'impuissance, c'était pas ça qui était en premier avec nous. Nous, on s'est dit, essayons tout ce qu'on peut. On n'était pas capable de dire, bah, c'est ça qui est ça. Au contraire, on était comme, on sait pas ce que c'est, vu qu'on était surtout dans un syndrome, une maladie rare. On s'est permis d'avoir cet espoir-là tout le temps. Ben Mathias, c'est le cœur de ma vie. C'est mon petit garçon. On est arrivé, Mathias? Il a 18 ans. Il vient d'avoir 18 ans. Il a un syndrome très rare. Ce syndrome-là, ce que ça fait, c'est que Mathias, ben, il parle pas, il marche pas, il est gavé, il fait beaucoup d'épilepsie. Il y a beaucoup de problèmes pulmonaires. On entend ses sécrétions dans ses poumons. Puis son espérance de vie était de quelques semaines. Hey, Stone, j'aimerais ça que tu restes réveillée toute la journée. Mais c'est beaucoup te demander, ça, hein? Oui. Quand Marie-Josée parle de son fils Mathias, il y a dans ses mots, dans son regard, en fait, dans tous ses gestes, il y a un amour sans limite. On a rencontré Mathias et Marie-Josée au Phare. Le Phare, c'est un centre de soins palliatifs pour enfants où je m'attendais à trouver honnêtement beaucoup, vraiment beaucoup de tristesse. Et pourtant, ça déborde de vie. Eh bien ici, tous les parents ont une histoire hors du commun à vous raconter. Donc, j'ai su très tôt qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je pensais qu'il était mort dans mon ventre. Puis quand il est né, je l'avais dans les bras, puis je disais, ben voyons, je suis même pas rassurée. Il est en vie, tu l'as, mais t'es pas rassurée. Puis au moment où je me suis dit ça, il s'est mis à convulser. Tout de suite, il a fait une crise d'épilepsie. Puis là, ben c'est pas normal, là. Là, qu'est-ce qui se passe? Le sol s'est dérobé sous mes pieds à ce moment-là. Moi, voyons, j'ai... Puis, donc c'est ça. À partir de là, ben tu ris de ça, toi. À partir de là, ben on a relevé nos manches, puis on l'accompagne dans sa vie. T'es-tu content? Oui. Ça veut dire oui. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va, merci. Mathias va bien? Oui, il va bien. Je me souviens d'un moment en néonatologie où j'arrêtais pas de pleurer. Puis je pouvais pas le prendre parce qu'il était branché de partout. Fait que je tenais la main, puis je pleurais. Puis là, il y a une infirmière, Mariette. Je vais toujours me rappeler d'elle. Elle est venue me voir. Ça va, mon coco?
est venue me voir, puis elle s'est agenouillée devant moi, puis elle a mis ses bras sur mes jambes. Puis elle me dit, « Tu veux pas qu'il meure, hein? » Elle venait... Je savais pas pourquoi je pleurais, mais elle a mis exactement le doigt sur ce qu'elle allait pas. Je voulais pas qu'il meure. Fait que... Est-ce que c'est moi qui l'ai retenu tout ce temps-là? Je sais pas, là. Et je savais pas, mais je suis la première porte-parole de cet endroit-là. Ils n'ont jamais eu de porte-parole avant. Et premièrement, moi, avant, je pense que j'aurais pas été prête parce que je savais pas du tout dans quel voyage je m'embarquais et le bateau était pas assez stable. Le bateau n'était pas assez stable. On ne peut pas toujours tout prévoir, j'imagine. Alors, Joran, la grande musicienne, et son conjoint, lui aussi musicien, ils savaient très bien qu'un premier enfant, ça allait changer leur vie, pour le mieux, évidemment. Les enfants, ils font ça quand ils arrivent. Ils nous bousculent et ils nous font redécouvrir la vie. Mais pas toujours comme on l'imaginait au point de départ. Ça commence par une belle histoire d'amour. Ça commence par 6 ans de vie de couple amoureux, passionné, jusqu'à ce qu'on décide d'avoir des enfants. Malgré le type de carrière qu'on fait, on s'est dit qu'on voulait fonder une famille ensemble. Donc, est arrivé notre premier enfant suite à un voyage en Inde. Et... Il est né comme un prince, Manolo. Tout était parfait. Tout était vraiment magique. Il a été collé sur nous, je dirais, il n'a jamais été détaché de nous pendant plusieurs jours. Tu sais, vraiment collé, là. Je lui donnais même pas son bain. Je le gardais vraiment collé, puis tout allait bien. On a commencé à avoir des inquiétudes seulement après quelques semaines. Parce qu'il y avait C'était des petites crises d'épilepsie, mais qui n'étaient pas... On ne savait pas que c'était ça, parce que c'était juste un membre qui bougeait. Certains disaient, oh, c'est peut-être juste un muscle qui saute, mais on le sait quand c'est pas ça. On le sait, on le sent. Puis il arrivait des crises comme ça d'épilepsie inexplicables, inexpliquées et surtout incontrôlables. Sur le coup, quand on a fait nos recherches, quand on a eu le diagnostic, quand Manolo avait 2 ans, évidemment, les cas qui étaient répertoriés, c'était les pires, parce que c'était une maladie qui était peu connue. Et tout de suite, j'ai fait, je veux pas avoir à dealer avec un syndrome. Moi, je veux m'occuper d'un petit bonhomme. Souvent, en fait, beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine, pour les parents comme Marie-Josée avec son fils Mathias, le quotidien, il n'est pas toujours simple. Dans un endroit comme le Phare, on vient en aide autant aux enfants qu'on peut héberger qu'aux parents qui ont besoin de moments de répit, juste pour reprendre leur souffle. Et ça fait toute la différence. Ça faisait 4 ans que Mathias était né, que j'avais pas eu de répit. Et puis j'ai une amie qui m'appelle, elle me dit, il y a un reportage qui va passer au téléjournal ce soir, écoute ça. Je suis certaine que Mathias fitterait là, puis bon. J'écoute, mais je savais même pas que ça existait, des maisons de répit. Hey, là, je suis tombée en amour avec l'endroit, et puis ça a vraiment changé ma vie, le Phare, là. Quoi, papa? Ah, c'est qui ce beau bonhomme-là? Puis ce qu'on a trouvé ici, c'est vraiment des soins exceptionnels, c'est sûr, des équipements exceptionnels, une belle maison, un bel environnement, mais l'amour des gens. Tu sais, je rentre ici, puis Mathias est reconnu. Ça, c'est quelque chose aussi pour moi. Il est aimé, on lui touche. Souvent, les gens ont peur de c'est comme... peut-être pas de la peur, mais
ils savent pas quoi dire ou quoi faire, donc la plupart des gens font semblant qu'ils n'existent pas. Qu'on puisse faire semblant que notre enfant n'existe pas, ça doit être insupportable. Le phare fonctionne évidemment avec des professionnels, mais aussi avec une bonne centaine de bénévoles qui donnent de leur temps, au fond, qui donnent de leur temps à de parfaits étrangers. Alors, on pourrait dire que ça, c'est ça la bienveillance. Que cette bienveillance, ça change la vie de beaucoup de gens, à commencer par celle de Mathias. Puis je me rends compte avec le temps que c'est ce qui compte le plus, tu sais. On veut des bons soins, bien sûr, là, mais que ce soit sincère, que dans les gestes, il y a quelque chose, tu sais, que ce soit pas quelque chose de mécanique. OK, on change sa couche, on le tourne. Ici, moi, la bienveillance, je vois ça comme un enveloppement, tu sais. Il est comme enveloppé, il est comme dans un cocon au phare, comme il est chez nous. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on peut se joindre à vous? Tu vas écouter Caillou, Mathias. Je pense que les gens qui travaillent avec des personnes comme Mathias, il faut vraiment que ce soit des personnes de cœur. Ils font un travail exceptionnel, là. Puis ils n'ont pas nécessairement de retour. Mathias, il dira pas merci, mais sûrement qu'il ressent quelque chose, c'est sûr. C'est sûr qu'il ressent quelque chose, mais je pense que les gens qui travaillent ici, ils se doivent d'être bienveillantes. Allez. OK. Dos. On les aime, ces enfants-là. Je veux dire, on s'attache à eux. C'est comme une autre famille. Oui. Je pense qu'on prend conscience qu'on est très privilégié par rapport à ces familles-là. Et si on peut les aider, je veux dire, dans la mesure du possible, avoir un répit dans leur vie. Parce que quand on a un enfant comme ça, c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Hein? C'est pas... ces parents-là ont besoin de respirer, c'est des êtres humains. On le lance. Donne-moi ta main. Oui! Il est en dessous de ta chaise. Les soins qui sont donnés ici au phare, les parents laissent les enfants ici en toute quiétude. Ils savent que les enfants vont être pris en charge et que ça va être bien fait. Ça leur permet de faire des choses pour eux et pour les enfants aussi. Parce qu'il faut qu'ils aient le temps de préparer le retour de l'enfant à la maison, tu sais. Et ça leur permet de faire des choses pour eux et pour les enfants en même temps. C'est assez extraordinaire. Je m'étais toujours dit qu'au début, du moins, j'allais adapter ma carrière à ma vie de famille. Bon, rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être plus compliqué. La première grosse crise où j'aurais dû appeler l'ambulance, en fait, puis que comme j'avais jamais fait ça de ma vie, ça m'est pas venu à l'idée, mais on a foncé vers l'urgence. Et puis comme on n'était pas... On est ici dans les Laurentides, il fallait transférer à Sainte-Justine rapidement. Et je me rappelle être dans le stationnement de l'ambulance qui allait partir et d'avoir appelé mes parents, puis leur dire oh, « Je vous appelle vraiment juste... En fait, je veux pas vous inquiéter, je veux pas... c'est vraiment parce que j'ai besoin d'aide. » J'ai dit ça, là, puis je me dis,
Est-ce que je serais capable d'être là si mes enfants appelaient ou si je m'effondrerais? Ah non, mais ça, sachez tout le monde que, ou c'est toi-même que quand les grosses tempêtes arrivent, on trouve la force. Je suis complètement dans l'émotion, je suis détachée, en fait. C'est pour ça que ça m'émeut, parce que c'est une histoire que je raconte, mais dans le moment, on devient des rocs, on devient forte. On a ça en dedans de nous. Hein? Il faut que tout le monde le sache. Ça, c'est en dedans de nous. C'est des espaces qui attendent, qui somnolent tranquillement, mais quand c'est déclenché, ça sort, puis on devient vraiment des forces. Tout le monde. T'as déjà rencontré Lino, hein? Oui. C'est qui ça, Lino? C'est Mathias. La vie est belle, tu sais. Puis de voir un enfant qui joue pas, qui parle pas, qui a pas l'air à en profiter, mais s'accrocher autant, ben je trouve que c'est une belle leçon. C'est une leçon de... Tu sais, qu'est-ce qu'on a à se plaindre, nous autres, quand on a nos deux jambes, quand on peut interagir, quand on... Je pense que c'est ça ce que Mathias m'a apporté de plus précieux. C'est d'aimer ma vie, d'aimer la vie en général. Je vais faire comme hier avec Queen, je vais cacher des gâteries en dessous de tes mains, puis Lino va devoir les trouver, OK? On cherche. Oh! Bravo, Lino! Moi, de voir un sourire sur le visage des enfants, même si c'est juste une fois, même si pendant 25 minutes, j'étais avec le même enfant, si j'ai un sourire, mon travail est fait. Puis pour vrai... Ça va, mon coco? Pour vrai, habituellement, en zoothérapie, c'est un peu notre travail en zoothérapie, de faire du bien aux gens. C'est comme notre travail de base, c'est de faire du bien aux gens, à la base. Mais j'ai jamais rien ressenti comme je le sens ici au Fort. C'est beau, Lino. Reste. Ces enfants-là ont tellement à nous apprendre et je suis tellement choyée de travailler avec eux que, oui, à chaque jour, je sors d'ici puis je me dis, j'ai fait du bien dans la vie de 3-4 jeunes, puis il n'y a rien qui peut égaler ça dans une vie, je vous le garantis. C'est extraordinaire. Allô, Marie-Josée? Oui, moi aussi. Ça serait dans mes bras si on pouvait. Oui, moi aussi. Ça fait des années que Marie-Josée et Joranne fréquentent le phare avec leur enfant. Et pourtant, c'est la première fois qu'elles se rencontrent. Ces deux-là partagent beaucoup plus qu'il y paraît. Et surtout, je dirais quelque chose de particulièrement humain. C'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel. Il vient d'avoir 18 ans, Mathias. Puis c'est drôle parce qu'il a failli s'appeler Manolo. C'est vrai? C'était dans ma liste de noms. Oh. Puis je pensais pas qu'il avait 14 ans, ton garçon. Bientôt 15, en fait. Ah, bientôt 15. J'ai des jumeaux aussi de 12 ans. Oui, ben oui. As-tu d'autres enfants? J'ai un grand garçon de 25 ans. C'est vrai? Oui. Moi, je veux savoir, Mathias, lui, a commencé à venir au phare quand? À 4 ans. Ça fait 14 comme Manolo. ans. Ben oui. Comme Manolo. J'ai vu ton petit truc. Oui, Ben oui. Fait que c'est drôle, il y a beaucoup de similitudes. Oui, ben oui. C'est Mathias. Avant, je me disais tout le temps, le matin, ma première pensée, c'était est-ce que Mathias est encore avec moi? C'était ma première pensée au réveil. Oui. Puis là, j'allais voir ou j'écoute, puis là, je l'entends. Il est là. Maintenant, j'ai plus ça. Je suis en paix. Ça va arriver, c'est sûr. Quand, je le sais pas, mais
Mais on dirait que c'est un deuil qu'on fait... C'est tellement un long deuil. Si je m'occupe de cette personne-là depuis 18 ans, 24 heures sur 24, il est proche de moi, je sais que je vais me sentir les bras vides. Un peu plus fort même. Encore et encore. Et encore. Mais une bonne partie de mon deuil est faite. On a plusieurs deuils à faire. T'sais, il ne pourra pas jouer au hockey, il ne pourra pas me dire « je t'aime, maman », des choses comme ça, là. Fait que c'est ça. C'est des deuils qui se font graduellement. Puis je me sens à l'aise avec l'idée qu'ils partent depuis à peu près 4 ans. Avant, je faisais tout, là, tu sais, il y avait une infection, là, c'était des antibiotiques par intraveineux, tu sais, c'était comme un peu... encore une fois, je voulais pas qu'il meure, mais là, un moment donné, là, j'ai dit, ben, c'est lui qui va décider. Moi, je veux des soins de confort, je veux qu'il soit bien, puis on est rendu là, tu sais. Évidemment, on souhaite pas ça, là. On n'est pas prêt à ça, mais je suis en paix avec l'idée qu'il va partir avant moi. Excellent! Je pense que nos enfants, peu importe leurs conditions, leurs besoins, nous font grandir, nous font travailler plusieurs choses. Ça, je parle vraiment pour tout le monde, hein? La patience et tout ça, ça embarque, mais apprendre à accepter d'avoir besoin d'aide, ça, c'est pas facile. Ici, on l'entend souvent. On va être capable tout seul. On va s'arranger tout seul. Mais là, ça se peut pas. Ne serait-ce d'abord et avant tout, évidemment, pour le bien de l'enfant. Moi, je pouvais pas faire ça toute seule. Je pouvais pas m'en occuper toute seule. T'as passé un beau séjour, mon loup? À 18 ans, ça vient aussi avec le fait que le phare va... Mathias en est dans ses derniers milles, là, au phare. Là, ça aussi, c'est un autre deuil. Hein? Oui, ça, c'est... Ça, je sais pas... Je vais devenir émotive, là, mais ça va être difficile de perdre cette reconnaissance-là. Puis d'avoir aussi ce répit-là où je suis tellement en confiance. Mais bon. C'est aussi quasiment des amis, pas? Ben oui. Oui. Ah oui. Tout le monde le connaît. C'est le plus vieux. Je veux dire, ça fait 14 ans qu'il vient au phare. Fait que les infirmières de longue date, les préposés de longue date, bien, ils l'ont vu grandir. Fait que... je le sais qu'il est aimé ici. Il est très aimé. Ailleurs, je sais pas si ça va être comme ça. Je sais pas. Je me souviens des propos d'un philosophe qui s'interrogeait sur l'empathie et qui se demandait « Mais à qui ça sert l'empathie, sinon à nous-mêmes? C'est à nous que ça fait du bien, l'empathie. » C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus que ça. Par exemple, je vous pose une question. Vous, votre empathie, elle va jusqu'où? Seriez-vous prêt, par exemple, à donner de votre temps gratuitement à un parfait inconnu? Non seulement un inconnu, mais un inconnu qui aurait fait partie des criminels les plus rejetés de notre société. Il y en a pour qui l'empathie n'a pratiquement pas de limite. Avoir de l'empathie pour quelqu'un qu'on aime, c'est facile. Mais pour quelqu'un que tout nous porte à rejeter, c'est autre chose. Eh bien, l'empathie, c'est le quotidien d'André Maillard. André,
est le coordonnateur du Cercle de soutien de responsabilité de Montréal. Et pour éviter qu'un criminel ne récidive, André et ses bénévoles viennent en aide à des gars qui sortent de prison après avoir agressé sexuellement parfois même des mineurs. Allô, André. Je savais qu'on allait se revoir. Ah, ben... C'est parce que j'essaie de m'imaginer comment on peut récupérer un gars qui sort après 37 ans. Bien. Le récupérer, je ne pense pas que ce soit le mot. OK. Mais au moins, nous, ce qu'on cherche, en fait, les cercles de soutien, la base que l'on veut, nous, que l'on souhaite, c'est que le gars ne récidive pas. Je te laisse imaginer que quelqu'un qui a fait 37 ans de prison est déstabilisé. Je veux dire, il ne sait pas... Moi, j'ai déjà été avec des gars ouvrir un compte en banque ou montrer comment prendre le métro. Des choses qui sont d'une extrême banalité pour nous. Pour eux, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, nous, on leur donne cet appui-là, de façon à leur donner... On est comme une espèce d'ancrage, si tu veux, dans la vie pour eux. Comme une famille. Et chaque semaine, ils viennent ici, et là, ils ont l'occasion de ventiler avec des bénévoles. Oh, mais délinquant sexuel. Oui. Pourquoi? Mais... On dit souvent... D'abord, je me trompe pas, hein, quand je dis ce sont les crimes les plus rejetés, c'est des individus rejetés de la société. Ah oui, même en prison. Même en prison, ils sont rejetés. D'ailleurs, souvent, ils les mettent en ce qu'on appelle en protect. Parce que, comme s'il y avait une échelle de valeur, tu sais, en prison, et le délinquant sexuel, non. Pas acceptable. Pas acceptable. Pas acceptable. C'est très, très difficile pour les délinquants sexuels en prison. On dit souvent qu'ils ne sont pas récupérables. Oh non, c'est pas vrai. Mais justement, c'est là où nous intervenons avec les ALC, bien sûr, des services correctionnels. On les aide à se réinsérer. Parce que si tu les ostracises, si tu continues à les pointer du doigt, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recommencer ou ça va mal finir. Là, on rencontre une bénévole. Ouais. C'est qui? Claudette. Claudette. Et qu'est-ce qu'elle fait, Claudette? Où tu l'as rencontrée? Qui est Claudette? C'est une bénévole formidable, au cœur extraordinaire. Non, tu parles, toi. Je pense qu'il faut avoir un cœur extraordinaire pour embarquer dans les choses pareilles. Mais c'est sûr que moi, m'impliquer avec les détenus ou les ex-détenus, ça m'intéressait depuis de nombreuses années. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça me vient, mais c'est comme ça. Mais attendez, là, c'est parce qu'il y a quelque chose... C'est une chose que de s'intéresser aux détenus qui, par exemple, auraient fraudé l'impôt, puis de s'intéresser à des gars qui ont agressé des enfants ou des femmes ou même des garçons, là. Bien, disons que moi, d'entrée de jeu, je trouve que ça me revient pas à moi d'évaluer le parcours de l'ex-détenu ou du détenu. C'est est-ce que j'ai vraiment besoin de tout savoir? Je pense pas que c'est nécessaire pour être utile. Je me suis posé la question, si c'était un prêtre, est-ce que j'aurais la même ouverture? Est-ce que je serais capable d'être au neutre, d'être à l'écoute autant? Est-ce que j'aurais pas un discours peut-être plus difficile de mettre mes jugements de côté? Ah oui? Alors, oui, ça, pour moi, là, je pense que la pédophilie, à sortie de la soutane, j'aurais eu un petit peu plus de difficultés. Moi, je suis très, très mystifié par des gens comme vous et comme André aussi. Là. Vous avez dit le mot empathique. C'est quoi cette affaire-là? Vous avez la fibre empathique, vous voulez donner, c'est ça? Vous voulez donner aux autres? Bien, disons que moi, je vois ça un petit peu, l'échange avec nos membres. Pour moi, c'est comme partir en neuf, avoir une page blanche pour eux, avoir l'opportunité de peut-être, en fait, au stade, quand ils arrivent avec nous, la peine, le délit a été puni et la personne a fait la peine a été purgée, oui, c'est ça? Exactement, oui. Et puis, je me dis, bon, là, maintenant, on passe à autre chose. Puis moi, je pense que ce que j'aime beaucoup dans les rencontres, c'est comme un espace où il n'y a pas de jugement. Je trouve que c'est reposant. Pour moi, là, c'est ça que ça m'apporte. C'est reposant de ne pas être dans le jugement. Parce que souvent, en société, on a une opinion sur tout,
là, on arrive, puis c'est comme, on est là, tout simplement. Moi, je trouve ça intéressant de pouvoir être dans un espace-temps comme ça. Mais je sais pas pourquoi, mais je crois beaucoup à la réhabilitation. La première fois que j'ai été arrêté, j'ai pris ça dur parce que j'ai dit, non, me semble que j'ai pas fait de mal, tu sais. Puis là, ils m'ont expliqué, au niveau de l'empathie, c'était quoi. Toi, tu avais un besoin, tu étais chercher, mais le jeune, lui, là, peut-être qu'il n'avait pas besoin de ça, tu sais. Puis j'avais de l'empathie, mais elle était mal placée, mon empathie. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, je veux dire par là que le fait d'avoir une relation avec un jeune, pour moi, c'était bon, mais face à la société, c'était pas bon. Je faisais du tort énormément, puis j'empêchais justement d'avoir ces jeunes-là. J'ai peut-être brisé même leur vie. Tu penses à tes victimes de temps en temps? Pardon? Est-ce que tu penses à tes victimes de temps en temps? Je pense régulièrement. Ouais. Parce que quand j'embarque dans l'autobus, dans le métro, je m'en vais dans un magasin, quand je vois un jeune, ça me met mal à l'aise. Parce que je me dis toujours, pourquoi j'ai fait du tort à eux autres? Pourquoi je pensais que moi, vu que moi, ça me faisait du bien, ça faisait du bien aussi à lui. Mais c'était pas ça pantoute. C'est pas... comment je pourrais dire ça, là? C'est pas normal. Mais là, quand cette personne-là t'a demandé comme de lier amitié, finalement, comment tu te sentais, toi, de pouvoir... d'avoir à lui... Est-ce que tu lui as dit? Tout dit. Tu lui as tout dit? Tout dit. Qu'est-ce que ça t'a fait de dire? Moi, j'ai pris l'habitude de dire. Moi, ce que je me suis aperçu le plus, là, que si tu veux changer, faut que tu te changes toi-même. Ah oui. En premier, là, c'est toi, il faut que tu te regardes. Ensuite, tu travailles. Automatiquement, après ça va venir tout seul. Moi, j'ai été condamné pour des crimes de nature sexuelle envers des mineurs, pour des victimes d'entre les années 70 et 76, plus 2 autres victimes en 99. Ça fait au-dessus de 50 ans que j'ai des regrets, mais ces victimes-là, eux, ils ont souffert pendant toutes ces années-là aussi. Il faut en tenir compte aussi. Le regret n'est pas suffisant? Le regret n'est pas suffisant parce qu'eux, dans le fond, je pense qu'ils avaient besoin d'une réparation, dans le fond. J'ose espérer que ma condamnation a un peu atténué leur souffrance. J'essaie de me mettre dans votre esprit, j'essaie d'avoir la perception que vous avez de vous-même quand vous savez que vous êtes, même dans la prison, parmi les gens les plus rejetés. L'estime de soi, tout ça, là, je veux bien... L'estime de soi est au plus bas. Ouais. Puis ça va jusqu'à se dire, l'ensemble de la société voudrait qu'on soit mort. À un moment donné, ça nous passe par la tête de dire, bien, on va peut-être les satisfaire, là. Aviez-vous une image de... Je m'excuse de l'expression, là. Je suis conscient de tous les efforts, tout ce que vous avez fait, mais aviez-vous une image de monstre que vous pouviez être pour les autres? Totalement, ouais. Totalement. Je n'osais pas utiliser le mot. Même la période, toutes ces années-là, même si j'étais... comment dire, abstinent. Je me voyais quand même comme un monstre. Mm. Moi, ça m'a pas effleuré l'esprit que c'était un monstre. Ça m'est même pas passé par l'idée. C'était comme... c'était une personne que j'aime socialiser. Bon, là, je rencontrais de nouvelles personnes. Puis j'aime ça écouter des gens, écouter ce qu'ils ont à dire. Ça m'intéresse. Alors, je n'avais pas d'appréhension. Là. J'étais vraiment relax. Ça. Tu t'es dit jamais, ça, c'est irrécupérable. Non, ça, je ne peux pas. Ça, c'est la ligne de trop. Ça, c'est le cas de trop. Non. Je suis pas capable. Je suis pas capable de le regarder. Je suis pas capable d'y parler. Je suis pas capable de le regarder dans les yeux. Alain, ça m'est déjà arrivé. Mais c'était l'attitude du gars. Parce qu'il y a des gars qui veulent plus ou moins, tu comprends? Puis là, on essaye de les juger, nous, avant de les prendre. Parce que c'est une démarche volontaire. Ouais. Mais on voit qu'il y a des gars, bon... Non, là, je me dis, oui, ben, regarde, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas aider plus. Si lui ne veut pas, si lui veut pas adhérer ou suivre certaines choses...
Alors, pour vous, l'empathie, ça veut dire quoi? J'ai essayé de leur faire expliquer c'était quoi l'empathie pour eux, mais je suis pas très satisfait, là. Vous, là, c'est quoi l'empathie pour vous? Bien, l'empathie, déjà, en partant, je pense que c'est se mettre à la place de l'autre. Alors, dans mon cas, se mettre à ma place, c'est pas évident. Fait que ça prend une empathie énorme, je pense, si c'est ça la définition. Se mettre à notre place. C'est pas la première fois que j'allais dans un centre de soins palliatifs. Peut-être la première fois dans un centre de soins palliatifs pour enfants, mais quand même. Et ce n'est pas la première fois que je parlais avec des gens qui donnent de leur temps à de parfaits inconnus dans des situations assez troubles. Mais ce que je constate, c'est que tous ces gens-là, c'est une armée de bénévoles sans lesquels la société ne pourrait tout simplement plus fonctionner. Ce sont des gens qui changent le monde.